Microfilm. Microfilm. Microfilm, bonsoir. Ce n'est pas la première fois qu'on affronte la question ô combien éternelle et difficile de l'acteur. Mais on profite de la présence de Michel Blanc pour la réaffronter une fois de plus. C'est très difficile de parler avec les acteurs. On l'a dit, redit. D'une part parce que c'est pas des gens qu'on a envie d'agresser comme on peut agresser un metteur en scène quand il fait des mauvais films. On sait qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est très vulnérable et qui, en gros, a besoin qu'on l'aime. On sait aussi qu'un acteur dit toujours qu'il a envie d'apprendre, de changer, qu'il est inquiet, qu'il veut toujours faire mieux en un sens, mais on sait aussi que c'est un discours un petit peu volontariste, qu'il a aussi son image, une conscience très très aiguë de qu'est-ce qu'il représente, des gens qui le reconnaissent dans la rue, de combien il vaut au box-office, etc. Donc on est toujours pris soit dans un discours cynique, soit dans un discours romantique avec l'acteur. Et puis il y a aussi un troisième obstacle, c'est que quand on parle à un acteur au moment où il a un film, où il a un César, c'est en général le moment où il dit les choses les moins intéressantes, puisque, comme ça marche bien pour lui, il y a quelque chose d'euphorique, de complètement compréhensible, mais qui ne permet pas beaucoup le dialogue. Inversement, si un acteur est complètement flippé, oublié, piétiné, malheureux, il va avoir une aigreur. Alors il faut prendre un acteur au moment où il n'a pas à se plaindre, ça marche bien pour lui, et en même temps il est suffisamment sensible et inquiet pour se dire qu'est-ce que je fais maintenant. Donc c'est ce qui se passe avec Michel Blanc, puisqu'il a cette particularité d'avoir réalisé lui-même un seul film et qui a eu un énorme succès, qui est Marche à l'ombre, et d'avoir, un peu après, accepté le pari de jouer un rôle tout à fait étonnant, dans un film lui-même assez étonnant, de Bertrand Blier, Tenue de soirée, où il a également été plus que convaincant. Donc, que ce soit en tant qu'acteur, qu'interprète, quelqu'un qui se met au service d'une pensée ou d'un projet filmique qui n'est pas le sien, qu'en tant que quelqu'un qui tout d'un coup devient l'entrepreneur de son propre film, c'est plutôt un succès. Et néanmoins, là on en a un petit peu discuté pour s'échauffer, il y a quelque chose qui est vrai, qui est là, qui rôde, qui est plutôt embêtant, c'est qu'il y a une telle inflation aujourd'hui dans la presse spécialisée, dans les médias, sur l'importance des acteurs, sur la moindre parole qu'ils disent, la moindre interview devient parole d'évangile, que ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour un acteur, et puis je dirais aussi pour la presse, puisqu'il y a un moment où elle est obligée de faire semblant de s'intéresser à des mimiques, des simagrées, des comportements rituels qui relèvent à la limite de l'ethnologie, mais pas de la critique de cinéma. Donc Michel Blanc, cette longue entrée en matière étant faite, en quoi ça vous inquiète un petit peu, cette inflation tout d'un coup dans les discours, dans le cinéma français, sur l'acteur, la vedette, la star? On parlera aussi de ce mot de star que je trouve un peu terrifiant. C'est-à-dire que la star, c'est un mot très gonflé, d'abord parce qu'il n'y a pas de star, il n'y a plus de star dans le cinéma français. Et y a-t-il jamais eu de star au sens hollywoodien du terme? Une star, c'est Marlène Dietrich, une star, c'est... oui, c'est Garbeau. Garbeau, c'est... Enfin bon. Marilyn, enfin on peut en trouver. Mais on n'en trouve pas parce que les grands noms du cinéma français, c'est Arletty, c'est Gabin, sont des gens qui n'ont jamais eu ce statut de star, ou en tout cas cette aura de star. Donc déjà, ce terme-là est très décalé par rapport à la réalité, très faux. Et c'est autre chose. À partir du moment où on parle de star du cinéma français, déjà on situe le débat sur un mauvais terrain. Alors peut-être qu'effectivement, c'est parce qu'il y a une relecture médiatique et inflationniste. Le cinéma est maintenant condamné pour marcher à faire un événement. Et ça sera de pire en pire, puisque les télévisions privent le cinéma d'un fonds de public qui alimentait les jolis succès. Hein, ces films qui faisaient entre 450 000 et 550 000 entrées sur Paris. Ça n'existe plus beaucoup, ça. Maintenant, il faut carrément... On a des films qui font 800 000, 900 000, 1 million, etc. Et puis en dessous, on a des films qui ne décollent pas
Entre les deux, il y a plus ces films dont le succès était à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, c'était bien, C'est ça, c'est des films qui avaient un bon niveau moyen et qui avaient un bon public qui avaient un moyen. bon public moyen. Et ça, on n'a plus ça parce que la télévision retient chez eux ces gens qui constituaient le public moyen, entre guillemets. Hein. Moi, je crois aussi que c'est peut-être une analyse un peu négative, un peu déprimante de ce qui se passe. Moi, je me demande si le cinéma n'a pas été commercialement surévalué parce qu'il a rempli plusieurs fonctions à la fois. C'est-à-dire qu'il a rempli la fonction artistique, entre guillemets, comme s'il y avait une fonction artistique, mais enfin. Et puis, il y a eu aussi la fonction purement ludique du samedi soir, de la sortie, parce qu'il faut sortir. Et cette fonction-là, elle lui est retirée. Et il faut bien dire qu'elle était quand même probablement majoritaire dans les chiffres obtenus. Donc le cinéma a eu toute une période faste. Il a vécu au-dessus de ses moyens, il a pris des goûts de luxe et des habitudes de luxe, quant au tournage, quant au cachet des comédiens, à l'ensemble du coût des films. Et il ne bénéficiera plus de ça, de cette rentrée ludique, entre guillemets, ou de divertissement. Parce que ça, la télé lui a volé à tout jamais. Et à partir de ce moment-là, la seule solution pour faire de gros chiffres d'entrée, ce qui est quand même ce que recherche, pour des raisons évidentes, parce que c'est une industrie, parce qu'il y a des centaines de gens qui travaillent derrière, parce qu'il y a des labos à faire tourner, parce que pour faire des gros chiffres, il est bien évident qu'il faut faire un événement. Alors ça décale beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'entourage, la coque médiatique est gonflée, et on espère que ça passera comme ça. Et c'est vrai que c'est très inflationniste, parce qu'on se rend bien compte maintenant sur un film qu'il faut de plus en plus faire de presse, avant, pendant, après, qu'il faut faire toutes les émissions, qu'il faut être partout, il faut un affichage énorme, mais en même temps c'est la seule solution. Mais ça crée évidemment une sorte de perversion, parce que lorsque un film, dès que le projet existe, le travail maintenant va être de construire son image avant même qu'il existe. L'image d'un film, c'est une couleur, une coloration et 2-3 noms. Et puis on espère que déjà ça fait un peu saliver à l'avance. Après on fait les reportages sur le tournage, il y a des déclarations, etc. Lorsque le film sort, il ne reste pas beaucoup d'énergie aux gens, et à fortiori aux critiques d'ailleurs, pour dire bon, moi j'oublie tout, je vois le film. Je vois tel qu'il est fait. Peut-être qu'il est bon d'ailleurs pour des raisons très différentes de celles qu'on a vendues, et peut-être qu'il est mauvais pour des raisons aussi différentes. On va plutôt voir un film, et je crois que malheureusement ça devient vrai aussi pour une partie de cet ancien public qui était beaucoup plus innocemment enfant gâté qu'avant, parce qu'il ne pensait pas qu'un film était un prototype unique qu'il fallait juger. On va vérifier si le film correspond bien à son image préétablie. Donc c'est les gens qui établissent l'image du film, donc c'est le travail des médias, et une partie de la presse aussi d'ailleurs, qui déjà dit en gros autour de quoi ça va tourner. Donc tout le monde a les éléments en main. Quand le film sort, on va vérifier si c'est ça, et on va même voir si on va jouer le jeu, c'est-à-dire aller voir le film pour ajouter son entrée. Mais on pense moins que le film pourrait être une aventure personnelle entre le spectateur et le film, ou même qu'on pourrait avoir des raisons absolument simples, au premier degré, ambiguës, sans aucune ambiguïté, de dire mais tel film est formidable, on fait un bouche à oreille et il finit par vivre. Ça arrive quand même encore un peu. Alors ça arrive. Il y a toujours ces exceptions qui justifient la règle. Ça arrive encore un peu, des films qu'on n'attendait pas, et puis il y a un bouche à oreille absolument formidable, on ne sait pas pourquoi, et ça décolle comme ça. Mais c'est souvent aussi le plaisir de découvrir justement quelque chose dont la presse ne vous a pas averti. C'est ça. Quand il y a des bouches à oreille, là, la vérification ne se fait plus par rapport à l'image du film, mais par rapport au fait qu'il y a un bouche à oreille, donc on veut voir si on en fait partie de ce bouche à oreille. On remarque simplement que le bouche à oreille a toujours lieu pour des films où l'acteur n'est pas l'argument de vente principal. C'est Les dieux sont tombés sur la tête, voilà, 3 hommes et un couffin, et puis tous les films américains, tous les films de Spielberg, etc. C'est jamais l'acteur qui fait venir. Et au lieu d'en tirer des conséquences commerciales en disant peut-être que les acteurs ne sont pas la panacée universelle, on dit c'est les exceptions, on ne s'en inspire pas, c'est-à-dire que même les réflexes élémentaires du commerce, qui est de vendre ce qui s'est déjà vendu, ou qui est d'imiter un truc qui a marché, on n'a pas ces réflexes, et on va recommencer. Oui, parce que c'est pas si simple. Parce que je crois que c'est pas si simple, parce que justement peut-être ce qui fait le succès de ces films, c'est d'être imprévisible. On ne programme pas l'imprévisibilité. Donc
il n'y a pas de moyen de faire un nouveau Les dieux sont tombés sur la tête. Parce que ce qui a fait peut-être le succès de ce film, outre des qualités intrinsèques, c'est peut-être justement d'être totalement nouveau et inattendu. Si vous le reproduisez, il n'est plus nouveau, il n'est plus inattendu, donc la recette ne marche pas. Alors que c'est très facile de se dire, un tel a fait tant de millions d'entrées sur la France dans tel film, je vais le reprendre et puis on va faire quelque chose dans le même genre. Ça, c'est plus facile parce qu'on peut l'analyser. Donc, tant qu'il y avait ce système qu'on appelle Star System à tort, qui est le système de l'utilisation de la vedette comme argument principal de vente, tant que ça fonctionnait à 99%, c'était reproductible, c'était vérifiable. À partir du moment où ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de reproduction possible, il n'y a plus qu'un grand désarroi. Et des producteurs que j'ai rencontrés, et ça c'est très étonnant, des producteurs qui il y a 7 ans ou 6 ans me disaient pour réussir il faut faire ça, et qui maintenant me disent je ne sais plus, je ne comprends plus les règles du jeu. C'est intéressant. Parce qu'à quel moment ça s'est arrêté ça? Par exemple, dans l'après-guerre, lorsque Gabin revient à la surface avec les films écrits par Audiard, il n'y en a pas un, il y en a une dizaine. Donc ça veut dire que on peut refaire ce qui a marché la dernière fois, parce qu'il y a Gabin. On a pu le faire pour Belmondo jusqu'au dernier film, qui là, je crois, est un échec commercial relativement attendu, mais qui marque aussi d'une manière assez pathétique l'incapacité, de Belmondo ou de ses producteurs, de faire bouger son image. Au-delà de Belmondo, qui est la dernière star, ou refus, je ne sais pas. Oui, parce que ça j'en sais rien. Enfin, il faudrait connaître. Moi, je pense qu'il y a peut-être une volonté ou une crainte, peut-être de la part de Belmondo, que je ne connais pas suffisamment personnellement pour savoir, mais peut-être est-ce qu'effectivement, il y a une crainte d'être rejeté à la fois par son public et par le public autre qui ne viendrait pas vérifier. Parce que quand même, il y a un phénomène intéressant, c'est le phénomène Delon, qui fait l'inverse de ce que Belmondo fait. Delon a pris des risques, et ça n'a pas marché non plus. Non. Et ça, c'est quand même très, très étonnant. Bon, alors, on peut toujours analyser comme on veut, on peut toujours dire que ces risques-là n'ont pas été pris dans le bon sens, comme il fallait, enfin, j'en sais rien. Mais enfin, Delon a pris des risques. Delon a fait plus récemment puisque finalement, le dernier film un peu gonflé était Stavisky. Hein. Bon, c'était le dernier film un peu gonflé Bon, cela dit, je crois qu'il s'est fait un petit peu éreinter aussi par la critique. Ça l'a peut-être pas encouragé à continuer. C'était pas un film très réussi, mais je me rappelle que... Mais est-ce qu'il faudrait pas non plus, quand un acteur saute sans parachute, lui reconnaître ça, ne serait-ce que pour qu'il ressaute une deuxième fois dans un meilleur film, si c'est pas un film très réussi. Oui. Moi, je me dis qu'il faut aussi peut-être responsabiliser un petit peu la critique sur ce plan-là. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, alors que effectivement Delon a pris des risques plus récents. Il a fait un Lauzet, Monsieur Klein. Qui est un film formidable. Qui est un film que j'adore, moi, d'ailleurs. Et où il est formidable. Où il est formidable. Bon, il a fait toutes sortes d'autres films. Il a joué Charlus dans une entreprise qui est peut-être plus étrange, mais enfin bon, c'était risqué aussi. Même son dernier film, Le Passage, c'est pas le Delon, avec un flingue à la main. Bon. Et ça non plus n'est pas... Moi, je dirais que Delon, alors là, c'est une parenthèse, mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi quelque chose que Eastwood a réussi aux USA, parce que quand Eastwood s'est mis à faire assez étrangement des films comme metteur en scène, il a fait une fois tous les 2 ou 3 films, un film complètement masochiste et déglingué, tout à fait étonnant, mais qu'il a évidemment produit, réalisé, d'ailleurs beaucoup plus de talent qu'on pouvait imaginer, et en équilibrant avec les films plus traditionnels, Eastwood est devenu le maître de son propre travail. Et Delon, je pense... n'a pas su organiser ça. Or, s'il avait fait évoluer son image, ça aurait été dans ce sens-là, car toutes les fois que Delon fait bouger son image, c'est dans le sens d'un certain masochisme souffrant, où il prend beaucoup de coups, oui, j'ai oublié, il est alcoolique dans le film de Blier. Voilà. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce qu'on aime bien qu'un acteur qui a été un grand acteur bouge, donc on n'a pas raté Delon dans le film de Blier, mais évidemment, au niveau du grand public, il y a une plasticité. Il y a une sorte de crédit. Là, c'est pas tellement la critique, parce que je pense que si le public ne reconnaît pas en Delon, l'occurrence, c'est qu'il n'a pas envie de voir ce Delon-là. Tout à fait d'accord. Alors ça, on peut se poser la question. Est-ce que c'est parce qu'il faut commencer ça plus tôt? Oui. Moi, je crois que c'est ça le fond du problème. Oui. C'est-à-dire que le fond du problème, c'est peut-être de ne pas changer quand ça commence à ne plus marcher.
c'est de se dire avant, je ne fais pas des films différents pour investir, mais parce que j'aime jouer des choses différentes et que c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Et non pas se dire ça ne marche plus donc je vais surprendre. Peut-être est-ce que ça aussi, parce qu'on sème les graines du refus du public. Parce que si vous avez été extrêmement convaincant et extrêmement actif pour imposer une image, plus vous avez été fort et plus ce sera dur d'en imposer une autre. Si vous semez le doute dans l'esprit des gens, ça peut très bien, effectivement, ne pas marcher. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien dire ce type-là, je ne sais pas qui c'est, ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Mais si ça fonctionne à peu près, si on attend de vous ce que généralement le public français, il faut bien dire, n'attend pas des acteurs, hein, c'est-à-dire de jouer la comédie. Parce que finalement, le public français, c'est ça notre grosse limite aussi. Le public français aime les personnages, il n'aime pas les acteurs. Pas autant qu'on pourrait l'espérer. C'est vrai. Donc si vous voulez faire une carrière brillante, vous vous retrouvez toujours confronté à cette chose-là. Est-ce que je joue un personnage? Ou est-ce que j'accepte l'idée de ne pas être une grande vedette? Parce que le mot star... Parce que finalement, il y a un moment, il faut bien se dire que c'est la question qui se pose. Oui, parce que la question de Delon et Belmondo, c'est la question de la star. C'est des Absolument. gens qui ont été... D'abord, qui en avaient la dimension personnelle. Oui, parce qu'attention, j'amène une nuance à ce que je dis. Il ne faudrait pas qu'on pense que je suis en train de dire que c'est après tout facile d'être une star. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la chose la plus difficile du monde. Mais... Donc, de toute façon, ça n'est pas permis à tout le monde. C'est pas un choix. Une star, c'est pas programmable. C'est une espèce de rencontre amoureuse entre le public et vous. Et alors, ça se passe ou ça se passe pas. Donc, je veux bien mettre ça en exergue de ma démonstration là. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, si vous sentez que ça mord, là, vous avez éventuellement un choix. Mais il faut bien dire que pour être l'immense vedette que Belmondo est devenu, ou Delon, eh bien, il faut jouer ce jeu-là. Parce que je ne pense pas que si vous vous diversifiez en France, vous pouvez atteindre pour employer tout un tas de mots anglais, ce top niveau de box-office. Voilà. Ça. Je ne crois pas. Je crois que si vous jouez des choses diversifiées, vous faites ce que fait Piccoli. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon. Et ça, c'est un choix d'individu. C'est un choix extrêmement important. Parce que c'est le choix entre finalement, si vous êtes un peu sincère, la raison pour laquelle vous avez fait ce métier et la gloire potentielle. C'est qu'à un moment, il faut vendre son âme au diable. Bien sûr. Mais par exemple, il y a Orson Welles qui était venu à Paris, qui avait dit une petite phrase, rien du tout, mais elle a marqué tout le monde parce qu'il l'a très bien dite. Il a dit « Il n'y a rien de commun entre un comédien, un acteur et une star. C'est deux animaux absolument différents. » Il lui disait « Vive les comédiens, les stars !» Mais c'était évidemment un peu trouble venant de Welles, qui, quelque part, est une grande star, évidemment. Lui pouvait le dire. Oui, mais ça, alors, parce que là, on peut aussi faire une petite... il y a... Les gens qui sont géniaux sont souvent des exceptions à toutes les règles. Donc, effectivement, on pourrait trouver des exemples un peu partout de gens qui sont à la fois purs et durs, entre guillemets, et en même temps qui ont bénéficié de toutes les codes d'amour qu'on obtient généralement en acceptant de jouer le jeu du personnage. Et je pense que même des gens qui sont d'immenses comédiens, principalement et que les gens aiment à cause de ça. Et donc moi, ça m'est arrivé avec Piccoli, avec qui j'avais beaucoup parlé pendant le tournage de Youssef Chahine en Égypte, et je lui avais dit « Est-ce que vous vous considérez comme une star ?» Alors, il disait non, pas vraiment, mais je sentais que cette question n'était pas réglée pour lui. Pour moi, c'était évident que Piccoli n'était pas une star, qu'il n'y avait jamais eu entre lui et le grand public, comme ça d'une façon très, très massive, cette sorte d'amour complètement incontrôlé, mais que tout le monde l'aimait beaucoup et que les gens du cinéma trouvaient que c'était l'un des 2-3 grands comédiens français, avec Serrault, il y en a quelques-uns comme ça. Et à ma surprise, j'ai vu que Piccoli était un peu triste à l'idée qu'il n'était pas une star. Et je me suis dit, la question n'est pas si réglée que ça. D'ailleurs, je vous la pose. Mais non, elle parce peut que pas même être si on réglée, sait, même si on fait, comme vous faites très bien la théorie que les stars, c'est une drôle d'importation dans la culture française de quelque chose d'assez anglo-saxon ou indien, parce qu'on ne connaît pas le star system indien qui est démoniaque, qui est je suis allé au Pakistan, la tournée, j'ai vu les stars pakistanaises et indiennes. C'est quelque chose. C'est hallucinant. Mais quand même, il y a le fantôme de cette chose qui s'est passée dans le cinéma, où en fait c'est très simple, la star, ça veut dire étoile, étoile ça fait de la lumière, il y a un projecteur au fond de la salle, il y a un contre-projecteur dans l'écran qui envoie de la lumière, et il y a les grandes masses au milieu. Et pour ça, il faut qu'il y ait les grandes masses. Donc quand on a moins de gens qui vont au cinéma, ou que c'est un public plus intellectuel, plus éduqué, entre guillemets,
ce double éclairage va devenir ridicule. Quant à la télévision, dans la mesure où c'est pas une projection mais une diffusion, Oui, elle ne starifie pas la télévision. Elle va annihiler tout ça. Oui, mais de toute façon, la télévision est la plus grosse destructrice du star system qui existe, puisque vous cassez le mystère, la rareté et la magie, et vous allez chez les gens au moment où ils mangent. Donc il est absolument hors de question qu'il y ait le rêve. Donc de toute façon, la télévision est le pire ennemi du star system. Parce que ce qu'on appelle des stars de télévision, qui est quand même, à mon avis, le paradoxe absolu, qui sont Drucker, Léon Zitrone, c'est un autre phénomène. Ce sont des grandes vedettes, et quand ils passent dans la rue, les gens crient « Salut Léon !» Absolument. Alors que quand Dietrich se promenait encore, si elle croisait quelqu'un, on lui aurait rien dit. Bien sûr. Je crois qu'on aurait été fasciné comme de voir le Saint-Sacrement. Et ce qui est troublant au niveau du langage, c'est que quand la télévision se met à réellement avoir une influence énorme sur la vie quotidienne des gens, parce que c'est des gens qui sont dans la famille France, donc les Sabatier, les Drucker, eh bien, on ne trouve pas d'autre mot pour définir ce qu'ils sont que le mot star. Or, à partir du moment où on a mis le mot star, non seulement on ne comprend pas ce qu'eux font en ce moment et ce qui se passe avec eux à la télévision, et on ne comprend pas non plus ce qui s'est passé à un moment dans l'histoire du cinéma. Et du coup, on fait flotter les mots, les notions, et on arrive à cette sorte de désarroi dans lequel tout le monde est, y compris les acteurs, y compris vous. Oui, absolument. Oui. Est-ce que c'est tentant pour vous, un moment, de solidifier une image, de devenir un personnage, disons, dans le grand village France qu'on retrouve de film en film? Ou est-ce qu'au contraire, on a peur et on dit « je vais devenir un grand comédien » ? C'est-à-dire que les deux tentations jouent contradictoirement. C'est vrai que j'ai commencé par être tout à fait sidéré d'avoir des réactions aussi chaleureuses de la part du public. Ça m'a étonné, hein, vraiment beaucoup. Après, ça a commencé après Viens chez moi, j'habite chez une copine, et puis bon, Marche à l'ombre. Et je me suis dit, ça m'a beaucoup troublé. Mais seulement, c'est comme quand on mange trop de sucreries. C'est qu'il y a l'organisme ne suit pas forcément. Et après Marche à l'ombre, je me suis dit, bien entendu, il est hors de question de cracher dans la soupe ou de dire oui, finalement, tout ça, c'est pas vrai, tout ça est formidablement fascinant et c'est assez extraordinaire que les gens vous arrêtent pour vous dire tiens, Michel, j'aime bien ce que tu fais ou j'aime bien ce que vous faites. C'est très troublant et dans le bon sens du terme. Mais après, je me suis dit, mais alors, poussons le raisonnement à l'extrême. Si, et ça, c'est le choix, c'est vraiment posé quand on m'a envoyé Tenue de soirée, évidemment. Où là, l'image était un peu malmenée quand même du petit séducteur franchouillard. Et je me suis dit d'un seul coup, mais alors, j'ai pas été tenté de refuser du tout, hein, autant vous dire. Mais en supposant que j'ai été tenté de refuser, ce serait au bénéfice de quoi? Et ça, c'est intéressant de se poser cette question. Je me suis dit, finalement, être un personnage, entre guillemets, d'abord, c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que ça marche longtemps. Pas tout le temps, de toute façon. Oui. Et c'est certain que ça ne marchera pas très longtemps. Je ne trouve pas que mon personnage soit si riche et si inoubliable que ça. Et je trouve pas qu'il me ressemble à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des choses dedans qui sont moi, puis il y a l'inverse de ce que je suis. Alors, être prisonnier de quelqu'un qui n'est pas tout à fait moi, d'une image, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que je vais être? Dans lequel des deux cas, je vais être le plus malheureux. Et je crois que c'est si je refaisais un Marche à l'ombre 2, ou enfin je veux dire en tant que personnage, hein, ou l'équivalent de ça. Et comme je le sentais confusément après Marche à l'ombre, parce que Marche à l'ombre était, par rapport à ce personnage-là, c'était ça que je voulais jouer. C'était ce personnage-là. Que j'avais essayé d'esquisser au cours de films précédents, mais c'était celui-là qui m'intéressait vraiment. Et après Marche à l'ombre, j'ai eu l'impression d'être allé au bout de ce personnage-là. C'est-à-dire que toute tentative de tout renouvellement me paraîtrait extrêmement ennuyeux pour moi. Et donc, je me dis que les gens s'ennuieraient énormément. Alors ça a simplifié un peu les choses aussi, parce que je me suis dit, ben non, je crois que cet état dans lequel on est quand on est face à un personnage, et un personnage qu'on va jouer, c'est un état très curieux. Vous parliez de fragilité dans votre introduction tout à l'heure. Vous disiez les acteurs sont fragiles. Moi, je vous dirais les acteurs sont obligés d'être fragiles.
ils sont obligés de se fragiliser, parce qu'un acteur qui n'est pas fragile est un acteur qui n'est pas réceptif, qui ne sera pas réceptif à l'opinion du metteur en scène, déjà, à la direction d'acteur. Bon, ça me dirait, il y a des acteurs qui n'écoutent pas beaucoup les metteurs en scène. Enfin, ça, à mon avis, ils ont tort. Mais bon, alors, s'il ne se fragilise pas, il va plafonner très très vite. Il va se reproduire, quoi. En même temps, on est obligé de se dire que c'est dans ces moments-là que c'est tout à fait formidable. Quand on se trouve dans l'état de fragilité, d'inquiétude et de grande envie mélangée. Alors c'est peut-être un peu... j'ai peut-être un peu une obsession du rapport amoureux au rapport cinématographique, mais moi je trouve que c'est dans le meilleur des cas, on est dans le même état. Comme avant un premier rendez-vous avec une personne qui vous fascine totalement. Il y a à la fois de la trouille, parce qu'on va s'engager dans quelque chose, ça fait peur. On ne sait pas si on ne va pas se faire rejeter. En même temps, on sent bien que c'est essentiel. Et c'est ce mélange-là que j'ai ressenti avant tenue de soirée. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Et je me suis dit, mais ça, je l'ai ressenti quand Miller, la première fois, pour un des premiers rôles que j'ai fait, m'a proposé La meilleure façon de marcher. Je l'ai ressenti pour comme ça quelques rôles. Et je l'avais peut-être un peu perdu à certains moments. Je ne parle pas de Marche à l'ombre parce que c'est différent, parce que j'avais ça vis-à-vis de la mise en scène. Alors je ne sais pas si je l'avais uniquement vis-à-vis de la mise en scène ou aussi vis-à-vis du personnage. Et je me suis dit, mais c'est le seul état intéressant avant un film. Il faudrait être tout le temps comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait trouver des entreprises, c'est-à-dire un mélange littéraire du scénario, cinématographique du metteur en scène, qui vous mettent dans cet état-là systématiquement. C'est très dur, c'est pour ça que je tourne peu, mais j'aimerais bien tourner plus, mais je ne veux pas tourner dans d'autres conditions pour l'instant, même si c'est pas à court terme le plus malin ou plus rentable ou ce que vous voudrez, parce que je trouve ça terriblement ennuyeux. Comment vous pensez J'aime pas assez, j'aime plus assez. Enfin, j'ai l'impression que j'aime de plus en plus jouer la comédie, mais je veux dire que je ne veux plus jouer à tout prix, voilà. Je peux tenir plus longtemps sans. Parce que d'autres choses m'intéressent aussi. Bien sûr. Ça doit être... Comment vous pensez que les acteurs de votre génération, donc des gens, je ne sais pas, qui pensent avoir 35-40 ans aujourd'hui, très souvent qui viennent des cafés-théâtres, comment vous pensez qu'ils sont en train de franchir collectivement, comme une sorte de génération, là, globalement, ce même problème qu'ils ont tous, donc de Giraudot à Lanvin, Giraudot vient du conservatoire. Oui. Parce qu'on a le sentiment qu'ils sont obligés, peut-être plus tôt que prévu, à renoncer à une image qui va se refermer sur eux et de tenter de commencer à jouer. Mais je dirais plutôt que, par exemple, les gens qui ont commencé dans le cabaret dans les années 40-50, Poiret-Serrault, Galabru, on dirait qu'ils ont accumulé une extraordinaire expérience du cabaret, qui est certainement la forme la plus formidable d'apprentissage pour un acteur, et que maintenant ils sont tranquilles. Je veux dire que même dans un film pas très bon, Galabru est toujours intéressant, par exemple. Oui, c'est vrai. Toujours. C'est vrai. Serrault a fini par... Mais Serrault nous avait dit, c'était au cahier, moi, j'ai accumulé des années de travail vraiment à la dure, de vache enragée. Maintenant, j'ai le sentiment que c'est très facile. Je suis payé très cher pour faire des choses assez faciles. Mais c'est la génération d'avant. Est-ce que pour cette génération-là que vous représentez, ça va se passer comme ça? Ou est-ce qu'il y a une accélération du cinéma qui fait qu'il faut se poser ces questions, mais à toute vitesse? Je crois que c'est ça, oui. Je crois que nous, on n'aura jamais l'occasion, dans le meilleur des cas, d'aller jusqu'au très grand vedettariat, de se remettre en question, parce que peut-être, est-ce qu'il faut qu'on se remette en question avant? Oui. Ça, c'est très possible, effectivement. Question pas très facile, pas très simple, mais oui, je pense que on ne peut pas tout à fait envisager ce métier de la même manière. Mais il y a une chose aussi enfin, moi, je connais bien un certain café-théâtre qui est le mien, qui est le Splendide, alors, c'est-à-dire les cas Balasco, Junio, l'Ermite, Clavier, Marianne Chazelle. Je connais ces cas-là, et c'est vrai que dans ces cas-là, il y en a quand même finalement 1, 2, 3 qui sont passés à la mise en scène, et il y en a 5 sur 5 ou 6 sur 6 qui sont passés à l'écriture. Mais pour une raison très très simple, c'est que personne ne s'est jamais intéressé à nous. C'est-à-dire qu'on a toujours monté la première marche d'un nouveau niveau tout seul. On est passé du cours à la scène en s'écrivant nous-mêmes les spectacles, en
se mettant en scène et en construisant notre théâtre. Ensuite, on est passé... Bon, on a fait des petits rôles à droite à gauche. Hein. Moi, j'ai même fait des rôles que je considère comme des rôles passionnants et peut-être certains des plus intéressants que j'ai faits avant Les Bronzés. Hein. Par exemple, le film de Miller. Bon. Mais ensuite, on a fait notre premier film en tant que co-premier rôle tout seul. C'est-à-dire qu'on l'a écrit tout seul. Après, Lecomte l'a réalisé. Bon. Ensuite, on est passé chacun à des écritures séparées. Alors, à chaque étape, j'ai un peu l'impression que si on ne l'avait pas fait, je ne serais pas là en train de vous parler maintenant. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu ce coup de chance d'avoir dans ce groupe-là quelqu'un qui serait metteur en scène et qui serait La preuve que non. le metteur en scène de ces acteurs-là. La preuve que non. Parce que, évidemment, le cinéma se renouvelle biologiquement toutes les fois qu'une génération de metteurs en scène ne peut pas travailler avec les acteurs plus anciens. Il doit inventer sa propre génération, qui en général sont ses contemporains. Ouais. Et là, on a le sentiment que vous avez tous été obligés à un moment de prendre en main vous-même vos intérêts d'acteurs à travers la mise en scène ou à travers l'écriture. Oui, il y a certainement de ça, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on y a pris goût assez vite. Mais cela étant dit, moi, vous savez, avant Tenue de soirée, je n'avais rien refusé à René, je n'avais rien refusé à Truffaut, je n'avais rien refusé à Godard, je n'avais rien refusé à... Alors donc, on choisit à l'intérieur de l'ensemble de ce qu'on vous propose. Et ça, c'est une chose qu'il ne faudrait jamais perdre de vue quand on écrit sur les acteurs. Parce que parfois, on nous fait des reproches. On nous reproche de ne pas avoir accepté de jouer avec Mankiewicz. Et moi, je le regrette beaucoup. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lui refuser quoi que ce soit. Alors, il faut aussi savoir ça. On fait parfois ce qu'on peut faire de mieux. On accepte parfois le meilleur de ce qu'on nous propose et parfois le moins mauvais. Et quand on a la chance de commencer à être bien payé, on peut se permettre de rester 1 an et demi ou 2 ans sans tourner, ce qui est mon cas. Si on n'est pas trop ambitieux financièrement. Mais avant, hein, c'est pas possible. Avant, il faut tourner. Et c'est un autre problème, là. C'est que, avec qui? Dans quel film? Combien il y a de films intéressants par an faits en France? Combien il y en a? Il y en a pas mal, mais ils sont pas... Combien il y a d'acteurs intéressants ils sont pas en très France? très souvent basés sur l'acteur. Non, mais enlevons ceux qui ne sont pas basés sur l'acteur, gardons ceux qui sont qui présentent des rôles très enviables pour des acteurs. Et maintenant, faites à côté une liste d'acteurs qui sont passionnants. Vous verrez qu'ils ne peuvent pas tous manger. Oui, moi je dirais il y a 10 films et 10 fois plus d'acteurs, à peu près. Oui. Alors donc là, il y a un énorme problème. Quoi. Un énorme problème. Moi, j'avoue franchement que maintenant je suis passionné par la mise en scène. Mais quand j'ai envisagé de mettre en scène Marche à l'ombre, c'était avec quelque chose d'un peu plus cynique dans la tête. C'est-à-dire que le cinéma me passionnait comme il me passionne maintenant. C'est pas... Mais j'étais pas sûr d'aimer le travail de terrain. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que je pensais qui ne m'auraient pas plu. Par exemple, des périodes de préparation, de repérage, des choses comme ça. La direction d'acteur, je me disais, ça me plaira sûrement parce que c'est en rapport avec le choix des cadrages aussi, parce que les mouvements de caméra, le découpage lui-même, c'est assez passionnant. Puis ça m'intéresse chez les autres. Je le regarde quand je regarde des films. Alors donc, il y avait d'autres choses. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais tout. C'est-à-dire que j'aimais arriver sur le plateau, que j'aimais aller manger à la cantine, que j'aimais... Ça, c'est très curieux, hein, mais c'est comme ça. C'est un peu passionnel. Mais ce que je me disais avant, c'était... Tu es très limité comme acteur, forcément. Parce que tout le monde est limité. Deuxièmement, parce que tu es limité à l'intérieur de ton physique, qu'on a un physique plus ou moins passe-partout, que le mien ne l'est pas, que j'ai l'impression d'être, encore une fois, pas varié à l'extrême, et pas inoubliable, et pas imparable, et que très vite, où je me répéterai, dans le meilleur des cas, ou je ferai pas grand-chose dans le plus mauvais, et que, par contre, un metteur en scène n'a pour limite que les limites de son esprit. Ce qui est beaucoup plus, je dirais rassurant, ça pourrait paraître prétentieux, mais d'une certaine manière, c'est forcément toujours un peu plus large. Bien sûr. Bon. Et c'est peut-être pour ça que je continue
je continue à essayer de faire les deux et En fait, je suis passionné par les deux maintenant. Et je ne pensais pas que je serais passionné autant par les deux. C'est-à-dire, je pensais que je serais de toute façon toujours un acteur passionnel et puis un metteur en scène raisonné. Et c'est pas le cas. Ça va être le contraire, non? Ça commence à Mais basculer doucement, restez... sauf quand on me fait lire un scénario comme celui de Bertrand Blier, où là, d'un seul coup, je redeviens un acteur qui n'a aucune envie, c'est de jouer la comédie, de la jouer comme ça et qui est passionné. Mais ça m'arrive pas souvent. Lorsque vous restez, comme vous l'avez dit, 1 an et demi sans tourner, donc les journées sont longues, toutes les envies ou les choses que vous notez comme ça ou que vous photographiez dans votre tête, c'est des choses plutôt qui ont trait au jeu ou qui ont trait à la mise en scène? Non, elles ont trait à la mise en scène, en général, l'écriture, à la mise en scène. Pour le jeu, les envies de jeu ne viennent qu'à la lecture de certains textes. Alors, il m'arrive de lire des choses en me disant... Ou de regarder d'autres, des confrères, jouer des trucs en disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis jaloux, c'est magnifiquement écrit, qu'est-ce que c'est bien ». Mais tout ce que je fais en dehors, c'est en rapport avec l'écriture. Comme je ne suis pas très très prolifique, parce que je suis dévoré de doutes. Donc je ne suis pas un auteur qui écrit beaucoup. Enfin, quand je dis je ne suis pas un auteur, c'est entre guillemets le mot auteur. Donc je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, parce qu'à chaque fois je me pose des problèmes en me disant mais quel intérêt? Oui, bon, d'accord. Et puis un film de plus, et puis... Alors voilà. Donc ça me prend du temps. J'ai très envie d'en refaire un en tant que metteur en scène, là. Je pense cette fois-ci avoir trouvé la bonne raison de le faire. Mais tant que j'aurais pas terminé le scénario, je serais extrêmement prudent là-dessus. Mais donc en dehors, par exemple, je réalise des films publicitaires. Parce que... Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, qu'on apprend des choses? Moi, oui. Je ne peux pas vous dire qu'on apprend des choses. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai réalisé pour l'instant 4. Je vais réaliser le 5e la semaine prochaine. Je vous assure que j'ai appris énormément de choses. Alors vous me direz, c'est peut-être parce que j'ai commencé très ignorant. Mais on apprend beaucoup de choses. Et on apprend aussi certainement à ne pas faire ça dans les longs. Ne serait-ce que ça. Parce qu'il y a des metteurs en scène américains, notamment, qui font des longs métrages avec des trucs et des artifices de pub. Et ça, je trouve c'est non plus pas forcément tout à fait passionnant. Mais on apprend, par exemple, toute ça, sont des termes très intellectuels et prétentieux, mais je dirais une grammaire de l'ellipse, par exemple, parce qu'on se permet des ellipses absolument insensées en publicité. Alors, à force d'être elliptique, vous arrivez à analyser non plus même dans une scène, mais dans un mouvement, l'essentiel du mouvement. Quel est l'essentiel du mouvement? À force d'être elliptique, vous êtes obligé, puisqu'un mouvement qui prend 3 secondes, vous allez en montrer un tiers de seconde. Vous allez montrer 10 images, par exemple, de ça. Alors donc, ça vous oblige à avoir cette réflexion, quel est l'essentiel du mouvement? Quel est l'essentiel du jeu? À quel moment le regard de l'acteur ou de l'actrice est essentiel et à quel moment il est... parce qu'il y a une courbe, quoi. Il y a une courbe. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas monter les films sur les acteurs parce qu'ils commencent trop tôt quand on est trop en bas de la courbe. Et puis, il lâche quand on est déjà redescendu, alors qu'il y a un moment, il faut prendre sur la crête, quoi. Et ça, je trouve qu'on le vérifie en pub énormément. Parce que la pub a une sorte de grand danger, c'est que avant on disait c'est très utile parce que c'est des petits résumés de choses plus longues qu'on a vues dans les films. Donc on a vu la scène complète, et dans la publicité, comme tout le monde a la même culture de base de cinéma, on va voir simplement un bout, et le bout suffit à identifier le reste. Mais le reste, on saurait le faire éventuellement s'il fallait le faire. Mais à force de privilégier, disons, le point culminant d'une action, qu'elle soit dans le jeu de l'acteur ou dans la caméra, on arrive à un moment, et on y arrive maintenant, c'est pour ça que c'est drôle, où des gens savent reproduire un point culminant, mais non plus les collines ou non plus la pente. C'est vrai. Et donc ils mettent des points culminants les uns après les autres, et quand il faut passer au cinéma, qui est un art de la durée, donc il y a forcément des moments faibles et des moments forts. Il n'y a plus que des moments forts qui donc deviennent tous faibles du coup. Donc il n'y a pas de style. Voilà. Oui, ça c'est absolument évident. Si vous n'avez pas ce recul, il n'y a plus de style. Le style, c'est justement ces moments non pertinents, mais qui finalement donnent le ton général.
il y a des moments vides, et puis il y a des moments qui sont non pertinents, mais qui ne sont pas vides. Parce qu'ils amènent l'orchestration, ils amènent la couleur, ils amènent le lyrisme autour de quelque chose qui, parce qu'après tout, pourquoi pas raconter les films, finalement. Donc s'il y a une raison de les filmer, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que le simple concept ou la simple idée. Il y a la manière évidemment de la raconter comme dans tout art. Et si on se ramène tout le temps à l'essentiel, tout le temps à la crête, forcément, on devient informatif. Oui. Si ce n'est informaticien. C'est comme si on était tout le temps en haut de l'Everest et que plus personne savait comment on avait fait pour y monter. Absolument. C'est un peu ça. Donc on n'est plus en haut d'une montagne, donc il n'y a plus de notion de montagne. C'est ça, c'est vrai. Et il y a inversement donc des cinéastes qui, pour ne pas se retrouver trop vite en haut de la montagne, sont tout le temps en bas, n'arrêtent pas de faire semblant d'aller en arrière, comme Stevenin par exemple. Donc moi j'aime beaucoup le film ou Scorsese, des gens comme ça, qui, pour pas aller trop vite, font un pas en avant, deux pas en arrière, puis un pas en avant, puis deux pas en arrière. Mais on sent qu'on a tous perdu dans le cinéma, acteurs et metteurs en scène, parce que c'est une question de rythme, le rythme d'un chemin qui mène à un moment effectivement à quelque chose de fort et à un point culminant. Et la mais on a peut-être perdu une légèreté aussi dans l'approche du cinéma. Peut-être est-ce que finalement... Moi, je suis quand même assez persuadé que le fond du cinéma est quand même très, très littéraire. Je crois que... pour reprendre la phrase de Gabin, c'est une bonne histoire, troisièmement une bonne histoire. Je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça. Oui. Mais je crois en tout cas qu'il y a quelque chose de littéraire dans le cinéma et que la publicité, elle, ne l'est pas beaucoup. Oui. Moi, je pense quelque chose de voisin, mais on va répondre à ça après une pause musicale. Je ne dis pas ce que c'est, mais on va reconnaître. La pause musicale, c'était End Africa, tiré de Marche à l'ombre, tout bêtement. Musique de Khalam. On était d'accord pendant la musique sur le fait que quelque chose résistait fort dans le cinéma, que Michel Blanc appelle littéraire, que moi j'appelle théâtral, mais en fait on est d'accord, c'est l'espace, un espace dans lequel les gens parlent et séparés du public, avec du noir, avec de la durée, avec une scénographie, et que le contraire de ça, c'était l'image en liberté, donc l'image de la vidéo, l'image de la télévision, l'image de synthèse, et que les deux choses sont très différentes et que ce qu'on appelle cinéma maintenant, ou ce qu'on dit, ce qui résiste dans le cinéma, et c'est très vrai pour un acteur qui a besoin de temps pour dire son texte, qui a besoin de temps pour bouger, qui a besoin de temps dans les plans, il a finalement lui intérêt aussi, s'il veut survivre, pour ne pas être totalement nié par l'image, car maintenant c'est ce qui se passe, c'est que l'image devient beaucoup plus forte que les gens qui avaient dans l'image avant, donc c'est les gens qui sont hébergés par pitié par l'image, et l'image devient la vraie star, absolument. Alors qu'avant c'était quand même l'image qui était au service de l'acteur. Et je pense que au niveau d'un acteur, c'est très sensible s'il doit se tenir à une forme scénique, disons littéraire, parce qu'elle fait partie de l'essence même du cinéma, ou s'il se laisse aller effectivement à composer avec
le règne de l'image, il va être nié. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans un film tout à fait passionnant qui s'appelle Tron. Vous avez vu ça? Non. Voilà, Enfin, j'en ai vu quelques un film très intéressant, en plus fait par des grands studios, Walt Disney, qui ont fait un film carrément d'avant-garde, qui d'ailleurs n'a pas marché, oui, comme toute avant-garde. Type rentrait dans l'image. Oui. Où oui, des gens rentrent dans un flipper, etc. Mais les acteurs jouent sans savoir quel est le fond sur lequel ils sont, puisque ce fond est composé différemment d'eux. Et leur jeu est tout à fait étonnant. C'est un jeu un peu comme dans les feuilletons de télévision, Mission Impossible, tout ça. C'est un jeu de somnambule qui n'est pas sans charme, qui est intéressant du point de vue du critique de cinéma, qui est, je pense, désastreux pour la conscience que l'acteur a de lui-même. C'est un jeu codé, quoi, d'une certaine manière, comme dans certains, oui, c'est un jeu à l'aveuglette. Bon, c'est vrai que ça. De toute façon, la situation de l'acteur de cinéma est très très ambiguë, parce que finalement, qui donne l'interprétation, qui décide de l'interprétation, c'est lui, c'est le metteur en scène. De toute façon, ce que donne l'acteur, il ne le donne pas directement au public, il le donne par l'intermédiaire du metteur en scène, de la vision du metteur en scène, du choix de la focale, de l'angle. Je peux vous jouer la même chose si on filme en longue focale dans le plan, dans l'axe, ou si on me prend en contre-plongée au 18, vous n'aurez pas je ne jouerai pas la même chose, et pourtant je jouerai la même chose. Donc de toute façon, notre situation elle est très ambiguë, parce que finalement on nous crédite du jeu, mais il faut bien reconnaître que on n'est pas auteur à 100% de ce que l'on dégage. Et en plus, alors il y a une humilité nécessaire de l'acteur, et alors pour revenir à ce qu'on disait au début, le star system lui a fait perdre totalement, puisque arrivé au statut de star, c'est lui qui compte, c'est lui qui fait entrer les gens, c'est lui qui décide de son image. Alors d'un seul coup, il y a une perversion épouvantable du cinéma, puisque le metteur en scène devient quoi? Il devient un intermédiaire fidèle, la voix de son maître. Ce qui est contraire à... Enfin, je sais pas, j'aime pas ça, quoi. Et en plus, il y a quelque chose qui s'est précisé récemment, c'est que quand vous parlez des focales, par exemple, un tel type d'angle, de focale, de plan est identifié maintenant par les gens qui regardent beaucoup la télévision comme une figure qu'ils reconnaissent. À la limite, je dirais que l'acteur devient la longue focale, ou devient la plongée, ou devient... et on se demande ce que l'acteur fait encore. On se demande si, par gentillesse, on n'a pas encore besoin de lui comme d'une doublure qui appartiendrait à un âge dinosaurique qui viendrait quand même rassurer encore, juste avant les images de synthèse, le bon public qu'il y a encore de l'humain là-dedans. Oui, il reste le seul élément affectif. Voilà, une sorte de mémoire affective, mais en fait, ça se voit très bien dans les films de Spielberg, par exemple, des gens qui manipulent beaucoup les figures de style, qui sont des grammairiens scolaires extraordinaires. Totalement, oui. Et évidemment, nous, on dit, et là on se sent vieillir, on dit, c'est très appliqué, c'est très sec. Tout d'un coup, il nous manque quelque chose qu'on croyait avoir dépassé, qui était, disons, le pathétique de l'acteur, et tout d'un coup, il nous manque terriblement. Et l'acteur est d'accord, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui vont avoir le courage de se coltiner ce pathétique-là. Je crois qu'on a fini, et qu'on a... on a avancé sur le problème de l'acteur, il ne faut pas croire. Merci Michel Blanc. Je vous en prie.